une autre thématique. L'Allemagne paiera. Vous voyez qu'on change de sujet, c'est ça le côté éclectique de DPA. Alors la formule est évidemment historiquement connotée, mais au vu de la situation actuelle, elle résonne gravement aux oreilles des économistes et laisse présager un futur qui est quelque peu inquiétant, surtout quand l'écart des taux devient étau. Alors laisser filer les déficits, arrondir la dette et maintenant raser gratis, tout est bon. Alors comment la France peut-elle se payer l'indispensable transition que la planète mérite, en particulier, et le maintien de son modèle social? Qui va payer? On va en parler avec nos invités. Alors selon l'OCDE, une large majorité de Français, 69%, reconnaît avoir des connaissances financières moyennes ou faibles. Néanmoins, nous avons eu récemment quelques cours pratiques, vous l'avez vu, sur la dégradation de la note de la France par Standard & Poor's, et on a désormais droit à une formation accélérée sur le spread OAT, le fameux Bund, décryptage avec Mathilde Lemoine qui est avec nous et qui nous rejoint. Elle va s'installer. Merci d'être avec nous. Venez à côté de moi. Merci à vous d'être là. Vous pouvez vous saisir ici d'un micro. Alors on peut dire que vous assurez. Vous figurez désormais dans le top 4 français de votre catégorie en ayant doublé la taille de votre groupe en 3 ans et demi par croissance externe tout en conservant son ADN mutualiste et ses gènes de proximité, acteur clé de l'économie française, partenaire des citoyens. Vous vous retrouvez en première ligne face aux dommages liés au changement climatique, dommages qui se paient en général cash. Alors prévoir, anticiper, réparer, comment le métier d'assureur change? On en parle avec Adrien Couret qui est avec nous et qui nous rejoint sur cette scène. Merci Adrien de nous rejoindre. Je vous invite à aller à l'autre extrémité de cette scène. Alors, on est tous d'accord sur les enjeux et sur l'urgence. La problématique de climat nous concerne évidemment tous. On en parlait tout à l'heure avec les sols. Alors, on ne sait pas si l'Allemagne paiera, mais si on ne veut pas se payer des lendemains qui déchantent, vous qui avez été dirigeant d'entreprise, homme politique, vous prenez une réorganisation des flux et une circularité positive. La planète qui ne tourne plus vraiment rond, évidemment, vous en sait gré. Et vous êtes François-Michel Lambert et vous nous rejoignez. Merci d'être avec nous. Je vous invite à aller rejoindre nos invités et vous saisissez avec cette promptitude de ce micro. Adrien Couret, merci d'être avec nous. AEMA, voilà un bel acronyme avec des marques que nous connaissons qui englobent tous les enjeux de protection. On peut peut-être déjà parler de ce groupe que vous dirigez. Oui, d'abord, bonjour à tous. Alors, effectivement, AEMA, AEMA, c'est un groupe d'assurance mutualiste français, récent, créé en 2021, qui est composé de marques qui sont beaucoup plus connues du grand public. AEMA, c'est Aesio, Mutuelle Santé, Massif, et puis Abeille Assurance et Ophi Invest. Donc tous les rôles de l'assureur, la réparation, l'investissement, et effectivement, on est au cœur de cette thématique de la réparation. Alors je me suis demandé pourquoi je me retrouvais sur la table ronde de l'Allemagne paiera. Et puis Parce que l'Allemagne assure en général, mais bon. Voilà, et puis j'ai fini par comprendre que devant les questions de réparation, on se dit parfois toujours que l'assureur paiera. Et c'est sur ces enjeux-là, dont je crois qu'on va parler. Oui. Alors, entrons un peu plus dans le vif du sujet concernant AEMA. Tous les enjeux de protection, je le disais, c'est beaucoup de personnes qui sont concernées. C'est combien de personnes, combien de millions de personnes en France ? Alors c'est 11 millions de personnes sur tous les registres de l'assurance dommage, évidemment, assurance auto, assurance habitation, avec tous les enjeux de changement climatique, assurance de personnes, notamment sur les enjeux du vieillissement. Et puis toute la partie investissement épargne, 3 métiers qui sont directement connectés à cette dimension de la réparation. Réparation et puis accompagner les Français dans tous leurs moments de vie, j'allais dire accompagnateurs bienveillants sur tous ces sujets. On parlait de toutes ces transitions qu'a évoqué tout à l'heure Alain Juppé, vous êtes en plein dedans. Oui, alors peut-être pour faire le lien précis avec la thématique de la réparation, je crois que notre table ronde va durer 45 minutes. Durant ces 45 minutes, il va y avoir 1500 accidents, alors plus ou moins importants, du pare-choc qui est touché à des accidents beaucoup plus dramatiques sur lesquels l'assureur va intervenir. Donc 1545 minutes, ça va faire à peu près 40 000 par jour, ça fait à peu près 14 millions d'euros par an. 14 millions par an. Ça veut dire que la réparation, qui est notre thématique du jour, c'est un sujet déjà
du quotidien qui est très fort. Ce sont des industries, ce sont aussi des leviers d'action sur lesquels on peut intervenir. Dans une année, des assureurs comme nous qui interviennent face à l'ensemble de ces sinistres, donc c'est 14 millions par an, c'est à peu près 100 milliards d'euros. C'est un tiers du budget de l'État français. Et pour autant, cette réparation, elle est aujourd'hui un vrai enjeu qui est l'explosion de son coût. Dit autrement, le rôle des assureurs pour les années à venir n'est pas garanti. Il y a une question d'assurabilité qui est en train d'arriver de façon extrêmement forte et qui est liée essentiellement à la question, alors il y a l'inflation d'un côté, mais la question du changement climatique. Ce que l'on voit, c'est en quelques années une multiplication par 6 des impacts du changement climatique qui correspondent finalement à ce que l'on voit au travers notamment des traitements médiatiques, des événements un peu spectaculaires. On pense à la sécheresse, on pense aux inondations qui ont eu lieu dans le Nord-Pas-de-Calais. Et tout cela fait qu'aujourd'hui, ce qui correspond à une vraie réalité statistique, la question de pouvoir réparer demain comme on le faisait auparavant, est une question qui est posée, qui n'est pas acquise, et c'est quelque chose auquel on n'est pas du tout préparé sous nos climats, et en particulier en France. Et on va voir comment on arrive à répondre à ces questions. Merci Adrien Couret d'être avec nous. François-Marie Lambert, président fondateur de l'Institut national de l'économie circulaire. On parlait des sols tout à l'heure, on parle du climat avec Adrien Couret. On est dans une société qui n'a pas été habituée à préserver la ressource et à la conserver, voire lui donner une longue vie. Oui, merci tout d'abord de l'invitation, d'être ici présent pour échanger avec vous. De plus, devant Jean Jouzel, je vais essayer de rester dans ma modestie par rapport à ce qu'il peut porter. Notre société, effectivement, et Jean Jouzel en parlera tout à l'heure, la question du carbone est primordiale et c'est un enjeu sur lequel nous savons que nous avons des trajectoires à engager. Vous venez de rappeler les risques, notamment d'un point de vue assurantiel. Mais il y a un autre enjeu, et l'ADEME vient de le présenter, c'est aussi notre hyperconsommation de matières premières. L'ADEME a présenté en mars dernier empreinte carbone, empreinte matière, une critique de ses propres travaux, puisque l'ADEME avait proposé 4 scénarios, l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, avait proposé 4 scénarios au pouvoir public pour atteindre en 2050 la neutralité carbone, du scénario sobre au scénario réparateur, industrie réparateur, on était pile dans le sujet, et ils ont rebalayé ceci sur mais combien de matières premières devons-nous mobiliser. Aujourd'hui, les chiffres sont très difficiles, très durs, puisque chaque Français consomme 20 tonnes de matières premières vierges par an. Les scientifiques nous disent que l'équilibre planétaire est à 5-6 tonnes de matières premières par an et par habitant de cette planète. Et l'ADEME regarde ces 4 scénarios et dit le scénario le plus sobre, il est à 14 tonnes par an. Le scénario le plus chargé est encore à 19 tonnes par an. Nous sommes en dehors des clous. Et ceci n'est pas tenable puisque la planète, par essence, a des ressourses finies. C'est notre rapport à la nature qui est interrogé là. Hein. Exactement. C'est notre... Ce matin, j'ai été passionné. J'ai eu la chance de manger à midi avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France à Monaco. Mais ce matin, ce que j'ai pu apprendre, puisque ce n'est pas mon périmètre et mon domaine dans le monde médical, et je vous le dis à vous notamment, me renvoie sur notre aussi relation aux matières premières. Je ne suis pas aux relations aux vivants, je suis aux relations aux matières premières, qu'elles soient renouvelables ou pas. Et nous avons besoin de ce care, nous avons besoin d'avoir une relation de prévenance. Nous ne pouvons pas continuer sur cette trajectoire. Et d'ailleurs, fini la société de gaspillage, c'est ça. La société de gaspillage, et c'est pour ça que l'économie circulaire, on en parlera tout à l'heure, apporte d'autres dimensions et d'autres réponses sur la façon dont on peut avoir un modèle de développement. Ça réinterrogera, et j'espère qu'on aura le temps dans les 45 minutes, nos modèles aussi de comptabilité, comment on compte la valeur. Aujourd'hui, pour être très clair, on compte la valeur sur des flux. Donc plus vous consommez de matières premières, plus vous créez du PIB. Or, plus vous consommez de la matière première, plus vous allez très vite arriver au point de rupture. Les services de Matignon ont publié l'été dernier qu'en 2030, 25% du cuivre mondial n'existe pas. Il ne sera ni issu du minier, ni issu du recyclage. Et je ne pense pas qu'une livraison extraterrestre puisse être attendue. Donc nous avons un changement structurel à amener. Et ce changement structurel, c'est et notre relation, réparation, et notre façon de compter. On va voir comment on peut arriver
à pallier cette problématique que vous évoquez. Mathilde Lemoine, merci d'être avec nous. L'Allemagne paiera. Alors, je faisais référence à l'actualité, dégradation de la note française en lien avec nos finances publiques, l'envolée de la dette. Ça nous fait un joli cocktail explosif. Comment vous analysez tout ça, vous qui êtes aux manettes, qui essayez de prévoir, d'anticiper, d'accompagner et de décrypter? Alors, tout d'abord, et je vois que Jean-Pierre, notre cher Jean-Pierre, sourit de sa bonne blague, puisque quand nous avons échangé pour préparer cette intervention, j'ai partagé le fait que j'étais pas du tout à l'aise avec le titre, bien évidemment. D'ailleurs, j'étais pas du tout à l'aise non plus avec le titre de l'ensemble du colloque. Alors, c'était quand même compliqué. Vous êtes venu pour quand même. moi. Voilà, oui, Bel effort. Bel effort. Deux titres. Premièrement, parce que réparation, pour moi, il y a une notion punitive. Donc ça, on l'a évoqué. C'est vrai que sans remonter à Aristote, qui considérait que la réparation était entre individus. J'étais pas à l'aise. La réparation peut être constructive aussi, pas forcément punitive. Alors, on en a parlé tout à l'heure. C'est un débat compliqué. En tout cas, il n'est pas tranché. Alors, est-ce que l'État peut réparer? C'est vrai que si on considère comme Nietzsche que l'État est un monstre froid, bon, c'est compliqué aussi de répondre à la question de Jean-Pierre. Donc, je me suis dit finalement, quel est l'angle? Alors, est-ce qu'on doit reprendre justement cette réparation qui fait appel aux heures sombres du début du XXe siècle et aujourd'hui avec la guerre en Ukraine? On sait aussi que cette réparation a conduit à la Seconde Guerre mondiale. En fait, l'idée de punir, que la défaite n'était pas suffisante, qu'il fallait en plus payer. Et donc, j'ai vraiment, ça me gêne énormément. Et c'est aussi un sujet de débat, mais c'est aussi pour ça que je suis là. Donc, où est-ce que vous êtes plus à l'aise alors, de parler du coup le titre que l'Allemagne paiera. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait plutôt dire? Alors, déjà, première raison. Pourquoi? Parce que l'Allemagne paiera en réparation de quoi? Du fait d'avoir choisi un modèle exportateur, du fait d'avoir abandonné le Deutschmark pour adhérer à l'euro. Oui, à quel titre? Et donc, je trouve que... et ensuite, je répondrai bien évidemment à votre question. Mais on a 3/4 d'heure, je vous rappelle. Je trouve que l'Allemagne a vraiment abandonné ce qui était l'emblème même de sa souveraineté, c'est-à-dire le Deutschmark. Et une forme de contrepartie aurait été que la France abandonne ce qui fait sa souveraineté depuis Colbert, le budget. Et finalement, on a toujours essayé de négocier, de retarder ce moment-là. Et ce serait plutôt à la France de payer. Puisque mais elle ne peut plus payer. Il y a une dette publique de 3 000 milliards, je crois. La France bénéficie justement de cette capacité retrouvée à contribuer à la politique monétaire, puisque je vous rappelle qu'auparavant, la France avait 0 voix vis-à-vis de l'Allemagne et des États-Unis quant à sa monnaie. Le franc se dépréciait, c'était une catastrophe. Je ne vais pas revenir sur ces points. Mais, et donc, l'euro, finalement, lui a redonné une capacité à intervenir et à avoir une voix dans l'eurosystème. Alors que côté Allemagne, c'est plutôt l'inverse. C'est l'inverse, voilà. Et donc, nous, que faisons-nous? Et vous allez nous répondre dans 2 petites secondes par rapport à ça. 3 points de suspension. Que je trouve intéressante à mettre sur la table. Et donc, finalement, l'Union européenne est une coordination. Et donc, il n'y a aucune raison que l'Allemagne paye plus que les autres pays européens. On va y revenir, évidemment. L'Allemagne paiera était une métaphore par rapport à nos sujets de budget, de coûts, de dette et de service de la dette. Adrien Courret, vous disiez tout à l'heure, ça coûte cher, ça coûte de plus en plus cher par rapport à ces enjeux climatiques qui sont très importants. Les assureurs sont en première ligne. Ben oui, mais ils ne payent pas assez, ils payent trop tard. Donc l'assureur paiera. On est maintenant plus dans quoi? Dans du partage comment est-ce que vous envisagez et comment est-ce que vous vous positionnez justement par rapport à ces enjeux climatiques, mais pas que, Clairement, on se positionne dans une approche qui consisterait à ne pas subir. Et je pense qu'il faut absolument, dans nos réflexions, qu'on évite de mettre un signe égal entre la réparation et le paiement. Il se trouve que dans notre industrie, mais je crois que c'est le cas de beaucoup d'autres, on a beaucoup de leviers. Le levier de la réparation, déjà en lui-même, au travers de quelques exemples. En réalité, dans la réparation, même en assurance, à la suite d'un sinistre,
on reconstruit ou on refait rarement à l'identique. Donc il y a déjà là un levier qui est très important. Par exemple, quand il y a eu il y a 2 ans ces inondations dans la vallée de la Vésubie, beaucoup de maisons ont été touchées parce qu'elles étaient construites au mauvais endroit. Donc elles ont été totalement détruites. La réflexion sur leur reconstruction, pour se dire comment faire en sorte que les choses ne se reproduisent pas de la même façon 2 ans plus tard ou 10 ans plus tard, elle est un élément important. La façon, sur des sinistres beaucoup plus classiques, un accident auto, on utilise de plus en plus de pièces de réemploi. Aujourd'hui, 20% des accidents automobiles dans lesquels on réutilise des pièces, ce sont des pièces de réemploi. C'était quasiment 0% il y a quelques années. Donc une réflexion sur ce que l'acte de réparation peut apporter, ou le fait de lever le doigt pour dire attention, vous, secteur industriel, vous êtes en train de créer de l'irréparable. L'exemple le plus récent, c'est les usines de gigacasting, c'est-à-dire ces véhicules qui sont construits en un seul bloc, qui fait que si vous avez une petite égratignure sur le pare-choc, là aussi, il faut remplacer toute la voiture. Donc il y a un premier rôle qui est là. Il y a un deuxième rôle qui est le rôle de préventeur. Dans le fond, l'assureur, même si souvent il exprime le contraire, il a un rôle seul qui n'est pas si important que ça. Ce qu'on arrive à bien faire, c'est la prévention face à l'urgence. La tempête arrive, protégez-vous, protégez vos biens, ça limite les dégâts. Mais dans le fond, ce n'est pas totalement satisfaisant. La vraie prévention, elle est collective. Et je trouve que la meilleure façon de l'illustrer, c'est la façon dont médiatiquement ont été traitées les inondations du Nord-Pas-de-Calais il y a quelques mois, au mois de novembre. Il y a eu 2 inondations coup sur coup, enfin quelques semaines d'écart, avec, vous vous souvenez des images. Première vague d'inondation, traitement de la chaîne d'info en continu, traitement évidemment proche des victimes, et disant où sont les assureurs. Donc forcément, ça en adore, et ça nous renvoie à nos responsabilités. Et puis, la même région subit la même inondation 1 mois plus tard. Et là, traitement médiatique change, devient plus profond et pose la vraie question, c'est comment se fait-il que cette situation advienne? Pourquoi a-t-on construit à tel endroit? Comment se fait-il qu'on ait artificialisé des sols? Comment se fait-il qu'on n'ait pas entretenu les canaux? Comment se fait-il que sur les 30 dernières années, on ait dévié le cours d'une rivière? Et en fait, se pose des vraies questions de prévention. Donc du coup, ça éveille, pardon de vous couper, un peu les consciences, d'autant que la modélisation ne permet plus ça, puisqu'on a des catastrophes, des événements qui sont inopinés maintenant et d'une force... Oui, en fait, ce que le changement climatique montre, et l'exemple des Hauts-de-France est intéressant, c'est qu'il y a des modélisations globales, mais ça remet en exergue sur les sujets de prévention un terme qui a disparu du langage public depuis assez longtemps, qui est l'aménagement du territoire, où là, ce sont des projets locaux à bâtir. Tout à l'heure, on évoquait, le Premier ministre évoquait le millefeuille territorial, on est en plein dedans. Et donc, le rôle que l'on peut avoir là-dedans, c'est d'être acteur d'une chaîne de responsabilité devant laquelle, à un niveau local, je suis vraiment sur le traitement territorial, un nombre d'acteurs très important est impliqué. Et puis on a un dernier rôle qui est un rôle d'investisseur. Mon groupe gère 10% de l'épargne des Français, c'est 200 milliards d'euros, c'est autant d'argent qui est investi dans des entreprises, et nous sommes maintenant depuis de nombreuses années très acteurs, très incisifs, on utilise le terme d'activisme dans notre groupe, pour pousser les entreprises à accélérer leur politique climat ou arrêter un certain nombre de pratiques qui ne vont pas dans le bon sens. C'est un levier que beaucoup d'entreprises françaises utilisent, souvent d'ailleurs du monde parapublic, de l'économie sociale et solidaire. Et puis progressivement, on voit des acteurs un peu plus familiaux s'y intéresser. Je pense que là-dessus, on a un levier très important qui n'est collectivement pas assez utilisé. Comment est-ce qu'on fait? Parce que si on vous lit entre les lignes, l'assureur paiera, c'est un peu terminé. Comment est-ce qu'on rend la charge socialement acceptable, j'allais dire, puisque vous parlez de territoire? En fait, il n'y a pas 50 000 options. Il y a toujours quelqu'un qui paye et il y a une sorte de chaîne de responsabilité qui va, je dirais, de l'assureur ultime, on pourrait l'appeler comme ça, qui sont les pouvoirs publics, avec les limites qu'on connaît. 2 acteurs dans la partie assurantielle, les assureurs que vous connaissez, et puis les réassureurs, qui sont les assureurs derrière les assureurs, et puis au bout du bout, le citoyen, le français. Là-dessus, l'élévation structurelle du niveau de charge de réparation qu'on a devant nous, lié au changement climatique, fait que les mécanismes de partage de sort dans cette chaîne sont les mécanismes de demain. On a la chance d'avoir en France, et assez peu connu, un système qui a été créé dans les années 80, qui s'appelle le régime des catastrophes naturelles, qui fait que tout le monde, dans vos cotisations d'assurance auto, habitation, que vous habitiez dans un appartement à Paris, au dernier étage d'un immeuble, ou vallée de la Vésubie,
eh bien, vous cotisez tous pour certains périls dans les régions les plus exposées. C'est un régime qui fonctionne très bien. C'est un régime qui est géré parfois un peu à courte vue par les pouvoirs publics. On a réclamé depuis 10 ans que ces moyens soient renforcés. On l'a obtenu heureusement avant la dissolution il y a quelques mois. Mais je crois que ces régimes-là, sur les catastrophes exceptionnelles, demain également sur des sujets comme la dépendance, sont les sujets sur lesquels on aura besoin d'avancer. Le partage du sort et définir les termes du partage du sort, ça va devenir indispensable par rapport à ce monde plus difficilement réparable, mais dans lequel il y a de plus en plus de besoins aussi des populations qui vient. Je note, hein, partage, voilà, partage des responsabilités, partage aussi de la valeur évidemment et de la préservation. François-Marie Lambert, revenons justement à cet institut que vous avez créé, c'était en 2013. Vous pointiez du doigt les problématiques d'empreinte carbone, mais aussi la matière. Vous parliez du cuivre tout à l'heure. Comment est-ce que vous vous y prenez ? Ce matin, on a vu avec Thierry Bosc, avec la pluridisciplinarité, de mettre en scène des acteurs d'horizons différents pour résoudre ces enjeux et cette problématique. Racontez-nous comment on fait, ce que vous promouvez avec cette circularité. Merci. Alors la circularité, on l'a vu ce matin, notamment sur la réparation et l'incarnation avec le bol japonais tel qu'il est. Hein. Mais tout à l'heure, notamment sur la question du patrimoine type Chambord, également, on effleure cette transformation profonde dans laquelle nous devons être et qui re-questionne sur notre, et je le redis, hein, je l'ai exprimé tout à l'heure, sur comment nous comptons la création de valeur. Aujourd'hui, on crée la création de valeur est comptée sur un flux. Si je faisais un parallèle, c'est la rivière qui coule et c'est elle qui crée de la valeur. Le stock, le lac, ne crée pas tant de valeur que ça. Or, c'est le lac que l'on répare. C'est ça donc il y a vraiment des transformations profondes dans notre approche, parce que demain, nous ne pourrons pas continuer à consommer 20 tonnes de matières premières par an et par Français. Vous l'avez bien saisi, nous devons le diviser par 2 en 25 ans. Donc si tout ce qui est raccroché derrière, c'est ce qui est la façon dont on compte notre propre création de valeur, alors que tout ce que nous avons issu, et parfois de plus de 2000 ans d'histoire, n'est pas considéré comme une valeur forte, eh bien nous allons avoir à un moment donné un déséquilibre encore plus abyssal de nos comptes. Donc l'économie circulaire, c'est effectivement réparer, c'est recycler, tout ça on a en tête, mais c'est surtout remonter en haut de la pyramide, on appelle ça la pyramide des valeurs ou la colline des valeurs, et partager l'usage, préserver, faire de la maintenance, anticiper, regarder comment on fait que tout ceci ne se dégrade pas. Et réemployer, évidemment. Hein, si. Oui, réemployer, mais le bol était extrêmement intéressant, c'est-à-dire, au lieu de partir sur un bol neuf, je vais garder celui-ci. Parce que d'abord, pourquoi c'était un empereur, je ne me souviens plus trop si c'était un empereur, mais un shogun, merci de cette précision. C'était quoi ce bol? Je ne l'ai pas eu en main, mais il était anonyme, sauf pour lui. Quelle était la valeur qu'il mettait dedans? Est-ce qu'il mettait la valeur de l'achat, la valeur de la matière première, ou une valeur fantastique, c'est la valeur de l'humain? Eh bien, c'est ça, Chambord, en vérité. Abattez-moi tout ça, faites-moi un bâtiment à énergie positive, et ça sera fantastique. On est d'accord? Vous avez compris ce que je veux dire? Donc il faut que nous reconstruisions absolument, et la France a une chance par rapport peut-être à d'autres pays, et j'espère que la France a une belle chance ce soir, puisqu'on parle d'Allemagne. Est-ce qu'elle gagnera? En tout cas, la France, j'espère. On a tout ce qu'il nous faut, sauf la façon dont on mesure et on crée ces nouvelles façons de compter et de définir la valeur. Après, on pourrait parler de théorie. Je reviens de Montpellier, où j'ai créé, en plus de l'Institut national de l'économie circulaire, j'ai co-créé... le congrès. Voilà, le congrès, j'ai co-créé une société savante. On est 300 chercheurs en économie circulaire. On a fait la semaine dernière à Montpellier le plus grand congrès de recherche en économie circulaire, 150 contributions, 300 personnes présentes, des contributions tout à la fois effectivement sur des gens qui vous expliquent comment ils séparent des alliages incroyables et qu'ils arrivent à mettre d'un côté et de l'autre de la matière première, d'autres qui vous disent un nouveau modèle de comptabilité, d'autres qui vous disent les changements de comportement, les enjeux de neurosciences, etc. Mais tous avec un seul objectif, comment on arrive à faire en sorte qu'on ne rentre pas dans le dur, je dirais presque dans un absolu, et Jean Jouzel me contrera,
on pourrait vivre avec 6 degrés de plus sur cette planète, dans des conditions terribles, ou en remontant tous. Est-ce qu'on pourra vivre avec une pénurie de matières premières dans un modèle qui en consomme énormément? La réponse est non. La réponse, elle est non. Alors vous disiez rentrer dans le dur. Mathilde Lemoine, rentrons dans le dur. Qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qui pose problème? Vous vouliez que je réponde exactement sur la question de l'Allemagne qui Non, c'était Alors, juste oui, titraille, comme on dit. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est d'abord, et je vais répondre à votre question, ce sont les Français qui vont payer d'abord, avant tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un choix collectif qui a été fait, qui fait qu'aujourd'hui, enfin en tout cas en 2024, les prévisions des institutions internationales laissent penser que la dette publique française en pourcentage du PIB sera supérieure à la dette publique espagnole en pourcentage du PIB. Le taux d'emprunt de l'État français est proche de celui de l'État portugais. Donc voilà où nous en sommes. Que l'écart par rapport à l'Allemagne s'est accru de combien là, ces derniers temps, en plus avec l'instabilité? Ça varie, mais c'est vrai qu'on dit si on dépasse 80 points de base d'écart entre les taux ou 100 points de base, ça sera problématique. Mais je pense que ça ne suffit pas pour analyser la situation. C'est-à-dire que, comme toujours, au-delà du prix, il y a aussi la possibilité d'avoir accès à du crédit ou des liquidités. Et donc, ce n'est pas parce que le taux d'emprunt de l'État souverain augmente moins que ce qu'on avait pu imaginer ou craint qu'il ne peut pas y avoir de problème d'accès à la liquidité pour les entreprises et d'achèvement de la liquidité. Vous pensez qu'il va y avoir une problématique comme celle-là? Je crois, et c'est là où il faut faire attention, c'est qu'on a tendance à se comparer avec l'Italie, pour se rassurer, et la Belgique aussi. Alors l'Italie, on dit finalement il y a un gouvernement aussi d'extrême droite, c'est pas si grave. Ou la Belgique en disant finalement ils ont réussi à avoir une croissance sans gouvernement, c'est pas si grave. Alors déjà, du point de vue moral, ça peut être discutable, mais aussi du point de vue économique, parce que justement, la vraie différence, c'est que l'Italie et la Belgique ont ce qu'on appelle une position extérieure nette positive. C'est-à-dire que les étrangers détiennent moins de créances sur l'Italie que les Italiens détiennent de créances sur l'étranger. Et ça, c'est un indicateur qui est extrêmement important, parce que ça signifie qu'en cas de coup dur, même si évidemment les flux ne sont pas les mêmes, mais en cas de coup dur, la fragilité qui résulte des besoins de financement est bien moindre, paradoxalement en Italie, en Belgique, qu'en France. En France, selon le FMI, on a une position extérieure nette, donc un endettement de la nation française qui atteint 911 milliards de dollars. C'est pour ça que vous dites que chaque citoyen et citoyenne paiera. Exactement. On est le 4e pays le plus endetté, après les États-Unis, le Royaume-Uni, le Brésil et donc la France, au monde. Ensuite, les moins endettés, donc là on parle de patrimoine net de la nation, et on rejoint votre thématique précédente, c'est le Japon et l'Allemagne. Donc ça veut dire qu'on a une fragilité qui fait que, effectivement, les Européens, à un moment donné, vont nous demander comment on fait. Et peut-être qu'ils nous aideront comme ils ont aidé la Grèce, comme ils ont aidé Chypre, comme ils ont aidé l'Italie ou l'Espagne. Mais je vous rappelle qu'avant que l'Europe aide l'Italie, le gouvernement italien a obligé les ménages italiens à détenir de la dette de l'État italien. Donc on fera appel d'abord aux Français. Il y a des mesures qui sont prévues dans la loi Sapin, il y a des mesures qui sont prévues pour que les Français aussi ne puissent pas, s'ils ont besoin, sortir de leur assurance vie en cas de coup dur. Voilà. Donc il y a des mesures qui sont... Réaction, pardon, je vous coupe. Réaction, Adrien, par rapport à ça, justement, parce que c'est des choses qui ne sont pas forcément sues, vous dites. Totalement. Je crois que l'assurance vie en France, 13% de ses placements, c'est la dette française. Nous, c'est 20%. C'est presque à se demander pourquoi certains gouvernements ont incité à ce que l'argent des assureurs vie aille ailleurs. Parce que l'assurance vie, c'est un élément de souveraineté nationale. C'est de ça dont on parle, en fait. Donc, moi, je vais totalement dans le sens que Mathilde Lemoine indique. Alors, les sommes sont énormes. Combien pour le service de la dette? Chaque mois, c'est quoi, 200? C'est un peu comme, je fais un parallèle un peu bizarre, mais quand TAS ouvre une ligne directe entre Paris et Sydney, sans escale, ils sont obligés de prendre plus de carburant pour payer,
alimenter le carburant supplémentaire qu'on met dans l'avion pour faire la distance. Hein. Oui, alors effectivement, il y a, alors, Paris Perth, pardon. C'est aussi un problème, c'est que plus la dette augmente, plus la charge d'intérêt augmente, et plus ça obère notre capacité à investir dans ce qui fait la croissance de demain et notre capacité à rembourser. Je pense en particulier à l'enseignement, la formation, l'investissement. La culture aussi. Hein. La culture. Alors, on est très, très, très en retard en matière d'investissement des entreprises, investissement privé, investissement public, ce qui fait qu'on a un stock de capital qui vieillit. L'ensemble de production, l'ensemble de nos machines, les logiciels sont vieux. Et pour vous donner un ordre de grandeur, ce qu'on appelle le capital par travailleur, c'est-à-dire la capacité de produire, les logiciels, l'outil de production par travailleur, c'est inférieur de 40% à ce qu'on observe aux États-Unis. Et là, la France est très en retard, même par rapport à l'Allemagne. C'est sympa tout ça. On va y revenir tout à l'heure. On va essayer de positiver, mais c'est bien d'être clair et net, ce qui n'est pas forcément dit pendant cette campagne. Adrien Couret, vous commenciez à en parler tout à l'heure. La voix de l'assureur porte, il faut qu'elle porte différemment, c'est de la pédagogie, c'est une nouvelle posture aussi pour vous, assureur au sens large. Vous parliez tout à l'heure de réparer versus prévenir, le court terme, le conjoncturel, le structurel, c'est un peu tout ça. Ça vous occupe, hein? Oui, ça nous ramène à une base de notre métier, c'est qu'on connaît le risque, au sens où on le décrypte, on vit avec. On se sent beaucoup plus comme des éclaireurs aujourd'hui. La difficulté, vigie-poste d'observation. Voilà, mais la difficulté, c'est d'avoir une contrepartie en face. Je vais donner deux exemples, et ça nous ramène finalement à la question politique qui est centrale, parce que tout ce qu'on évoque là aboutit à des choix politiques, à des questions démocratiques et d'acceptabilité des citoyens. Le premier élément, c'était pendant la crise du Covid. Alors la crise du Covid, parce que parfois on dit les assureurs, vous avez les poches profondes, vous pouvez y aller. Le quoi qu'il en coûte des pouvoirs publics, qui a été si précieux, ça a été 200 milliards d'euros. Les fonds propres du secteur de l'assurance en France, c'est 200 milliards d'euros. Dit autrement, si le secteur de l'assurance privée avait dû prendre en charge la totalité du quoi qu'il en coûte, il n'y aurait plus d'assurance en France. Donc quand je parle de partage de sort, c'est pas une façon pour les assureurs de se dédouaner. C'est pour montrer qu'on arrive dans des mondes qui sont un petit peu nouveaux. En pleine crise du Covid, le ministre me dit qu'il faut créer l'équivalent du régime des catastrophes naturelles sur les catastrophes exceptionnelles. Alors ça peut être une pandémie, ça peut être les émeutes, qui sont un vrai sujet. Hein. Les réassureurs, les assureurs des assureurs classent la France sur la question des émeutes dans la même catégorie que l'Afrique du Sud, par exemple. Donc c'est un sujet en termes assurantiels. Je suis pas la seule à être pessimiste. Voilà, qui va être important. On pense à dimanche soir. En 3 mois, on fait un travail de commando incroyable avec Bercy, avec les assureurs, les entreprises. On arrive à bâtir les bases d'un régime. Ça arrive sur le bureau des décideurs qui disent « Ah, mais ce qui est compliqué, c'est que ce régime, il faut l'alimenter. Donc non, finalement, on ne va pas le faire. » Ça, c'est vraiment un élément important. Deuxième élément, on parle d'anticipation. Des cartographies de risques climatiques. Où est-ce que finalement seront les zones demain qui seront touchées, sur lesquelles il faut anticiper, refaire de l'aménagement du territoire, identifier quels sont les citoyens qu'il faudra accompagner parce qu'ils devront être relogés, etc. Ces cartographies, elles existent. Mais quelle difficulté de les partager, parce que le jour où vous les mettez sur la table, ça veut dire que, une partie de la population va découvrir que ces biens immobiliers, alors on est parfois à 10, 15 ou 20 ans, vont changer d'un coup. Donc, tous ces sujets-là, il y a des coûts politiques très forts, il y a aussi des mesures d'accompagnement. Moi, je trouve depuis quelques années que c'est abordé de façon très court-termiste. Le temps politique, qui est influencé par le temps médiatique, qu'on regrettait tout à l'heure, ne nous aide pas. Et je crains qu'on soit obligé de réagir, qu'on apprenne à réagir positivement, mais au pied du mur et face à une crise. Alors justement, votre rôle, c'est justement de regarder ce temps long, tout en étant dans la proximité et dans le court terme. Hein. On le voit, ce côté préventeur, c'est l'expert du risque, quelque part. Et puis, il y a aussi cet investissement sur le temps long. Et vous aussi, vous avez un rôle d'assureur-investisseur aussi. Hein. Il y a ce volet-là qui est important. Oui, je l'évoquais tout à l'heure. Un assureur... Il a deux métiers, il a le métier de réparation et il a le métier d'investisseur. Globalement, l'investissement de tous les assureurs, c'est une année de PIB français, c'est un peu moins de 2000 milliards d'euros.
Cet argent, il est très diversement utilisé. Alors, il est placé dans des obligations d'État. Sous le regard de Mathilde Lemoine. Exactement. On a des conseils éclairés de la part de sociétés de gestion. Donc, il faut le placer aux bons endroits. Mais ce que beaucoup d'assureurs découvrent depuis quelques années, et d'autres investisseurs, c'est qu'en fait, c'est un vrai levier d'action. Quand vous avez quelques pourcentages, ou même quelques dixièmes de pourcentage de détention de sociétés comme Engie, comme Total, comme Carrefour, soit vous pouvez décider de n'en rien faire ou d'être dans une approche classique de performance, je récupère une valeur, etc. Soit vous pouvez en faire un levier. Et depuis quelques années, cette logique-là de coalition, alors qui sont des coalitions minoritaires, mais que les conseils d'administration et direction générale prennent très au sérieux, est en train de se structurer. Et comme je le disais tout à l'heure, pas de la part de n'importe quels acteurs. Ça ne vient pas de BlackRock, ça ne vient pas de Vanguard, ça vient très souvent d'acteurs familiaux. Alors, Edmond Rothschild, l'Asset Management, en fait partie. D'acteurs parapublics, la Banque Postale, ou d'acteurs du monde de l'économie sociale et solidaire, tous les acteurs des banques coopératives ou des mutuelles dont nous faisons partie, et avec des inflexions année après année qui seront intéressantes. Ça ne fait pas tout, mais ce pouvoir-là, ce levier-là, il est très important de l'utiliser. Moi, je suis assez convaincu que c'est le levier le plus rapide, parce qu'il vient taper directement au niveau des décideurs. Le rôle social et sociétal du monde de l'assurance. François-Marie Lambert, cet institut que vous avez créé, c'était en 2013, je crois. Vous avez un regard qui est très intéressant aussi par rapport à votre vie politique aussi, puisque vous avez été j'ai senti les pointes d'accent du Sud qui me caractérisent aussi, qui sont revenus tout à l'heure. On les perçoit tout de suite. Comment vous décryptez le fait qu'on n'a pas trop parlé finalement pendant cette campagne des enjeux climatiques? Et puis je voudrais qu'on revienne sur cet institut, économie circulaire, circularité versus linéaire, avec des exemples concrets qui prouvent que ça n'est pas que de l'incantation, mais il y a des emplois à la clé et un cercle vertueux. Oui, alors je me permets de rappeler que c'est François-Michel mon prénom, mais c'est pas grave. Un petit peu habitué. Vous pouvez m'appeler Robert si vous voulez. Ouais, ou Lambert, si vous voulez. Voilà. On est un peu dans le lieu, d'ailleurs, n'hésitez pas à m'appeler Lambert. Wilson, si tu nous entends. Ça sera en lien avec le lieu. Je vais y répondre, mais je voudrais quand même revenir sur quelque chose qui m'inquiète beaucoup. C'est qu'on continue et on accélère de fonder notre modèle de création de valeur sur du flux. Les voitures, vous en avez parlé à Adrien à l'instant, électriques. D'ailleurs, on va avoir 4 salariés au lieu de 8 par voiture pour fabriquer des voitures électriques. Donc déjà, c'est un effondrement d'emplois rapportés à l'unité. Donc ça pose question. Et on va en même temps avoir des voitures qui ont une durée de vie moindre. Vous avez peut-être vu un article paru il y a 2 jours. Les voitures électriques à âge équivalent, aujourd'hui, valent moins cher que les voitures diesel. En partant, par exemple, vous avez acheté une voiture 30 000 € électrique, 30 000 € diesel. 2 ans après, eh bien, la voiture électrique vaudra moins cher que la voiture diesel. Et on est sur des voitures électriques qui ont une durée de vie de 8 ans, quand les voitures diesel ont 12 ou 15 ans. Donc c'est cette notion de patrimoine, parce que c'est quand même le sujet. Hein. Quand on parle de réparer, on répare quoi? On répare le patrimoine humain, on répare le patrimoine de l'âme, on répare le patrimoine physique. Et aujourd'hui, on est dans une société où on est en train de construire l'inverse et sur lequel on accroche de la richesse. Et je suis assez dubitatif, pas critique, mais dubitatif sur les grandes stratégies de Gigafactory, etc., en disant on va produire, ça va créer de la richesse. J'ai bien entendu les indicateurs dont vous avez parlé tout à l'heure et sur lesquels nous serions en décalage et qui seraient néfastes pour nous, mais moi, ce qui m'angoisse encore plus, c'est qu'on n'a pas de réflexion sur notre propre patrimoine. Et c'est bien le sens de l'économie circulaire. L'économie circulaire est un terme d'une traduction anglaise qui n'est peut-être pas la bonne. C'est vraiment une économie sur laquelle on ne lâche jamais le patrimoine, dans lequel on met tout en œuvre pour le conserver vivant, voire parfois même l'améliorer, aller plus haut, qu'il produise plus que ce qu'il a pu nous donner quand il a été produit neuf. On peut le voir, prenez votre smartphone, avec les mises à jour logicielles, eh bien, votre smartphone, entre l'achat et 2 ans après, vous dites « Ah mince, j'ai toutes ces fonctionnalités, j'ai pu les télécharger et ils m'apportent plus d'usage sans que j'ai consommé 1 gramme de matière. » Moi, j'ai chargé par exemple le sonomètre, j'en ai marre des restos où le boucan est tellement important. Hop,
10 minutes, j'avais un smartphone que je n'avais pas acheté pour ça et qui me ramène en plus une fonctionnalité qui m'évite d'acheter mon sonomètre. Et vous avez 1000 exemples du même ordre. Donc c'est cette notion sur laquelle l'économie circulaire, c'est cette stratégie de boucle pour garder au plus haut. Et je vais venir sur un exemple, et j'en finirai là, qui est extrêmement symbolique de ce rapport à la matière première. Michelin, vous connaissez évidemment, qui a été considéré comme le premier employeur aux alentours des années 2000 au monde, puisqu'ils avaient de façon indirecte, mais totalement incarnée au sein de leur chaîne d'approvisionnement, 10 millions de salariés avec tous les producteurs d'EVA, a commencé à faire évoluer son business model, notamment sur les pneumatiques pour poids lourds. L'EVA pousse dans des espaces très restreints de notre planète, et il y a de plus en plus de besoin de caoutchouc pour une croissance exponentielle du monde de l'automobile. Et donc ils ont changé leur modèle. Plutôt que de vendre des des pneus de poids lourds qui font 300 000 km et qui explosent dès qu'un trottoir est tapé par le camion, et donc c'était bon parce que hop, je revendais un nouveau pneu, ils font des pneumatiques qui font 1 million de kilomètres, rechappables 2 fois, à 300 000, à 600 000, et qui permettent de consommer donc 3 fois moins de matière, puisqu'on a multiplié par 3 le nombre de kilométrage. Et ils ont quand même changé leur business model, parce que je ne connais pas qui dans la salle va dire je vais donc ça veut dire que c'est possible. Et le business model, c'est qu'ils vendent du kilomètre. Et ils vendent du kilomètre et ils ne vendent plus un pneumatique. Et donc ils ont regardé différemment. Mais d'où c'est parti, et c'est ça qu'il faut garder en tête. Et j'invite chacun à bien regarder dans sa chaîne de valeur. Et moi, je suis plutôt l'expert sur la supply chain circulaire, parce que j'ai fait émerger le sujet, de regarder dans sa chaîne de valeur où sont les points difficiles en termes de matières premières. Pour Michelin, ils se sont dit on n'aura plus accès, même si nous sommes les plus puissants au monde, à suffisamment de caoutchouc pour pouvoir servir toutes les demandes de pneumatiques que nous aurons, et gardons la matière. Et Michelin, en 2050, a une stratégie de même recycler le caoutchouc, parce que c'est pas techniquement possible, afin de fermer la boucle et de ne plus être dépendant d'un approvisionnement de matières premières Supply chain extérieures. circulaire, c'est QFD. On va terminer avant de vous passer la parole avec vous, Mathilde Moine. Alors, on a vu que c'était grave, docteur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça roule mieux pour la France là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a plusieurs voies. La première voie, et ce que je mettais en avant, c'est finalement ce qu'on partage, c'est qu'on a besoin du financement international. Donc, on en est là, c'est un point de départ. On est dépendant. Ensuite, on est très dépendant et ça nous fragilise. Donc la question, c'est ensuite comment on réduit ce besoin, sachant qu'on a une croissance qui est relativement limitée, et en tout cas qui est incohérente par rapport à nos ambitions de valeurs qu'on porte à l'international, puisque pendant que nous, on réfléchit, le reste du monde avance. Et donc, il y a des investissements massifs qui sont faits, notamment en faveur de la transition énergétique, et ça participe de la croissance. Il y a une conjonction de facteurs. Donc, le problème, c'est que nous, on est focalisé, on le voit, sur la fragilité que génère cet endettement vis-à-vis du reste du monde. Donc il y a deux hypothèses, c'est-à-dire soit on diminue drastiquement les besoins de financement. Donc ça passe par moins de besoins de financement ou moins d'investissement à l'étranger du secteur privé, et un équilibre primaire pour l'État, par exemple. Ça peut être c'était l'ordonnance qui avait été faite pour les pays du Sud. Ça peut être aussi la volonté justement de faire de la croissance autrement. Et je pense qu'on se rejoint tous sur le problème du court terme. Faire de la croissance autrement, c'est justement arrêter d'emprunter pour générer de la croissance. Parce qu'on est dans un cercle vicieux. On est dans ce cercle vicieux. C'est vraiment de faire en sorte que les fondamentaux de la croissance permettent d'atteindre une croissance soutenable. Alors il y a l'aspect évidemment environnemental, mais il y a l'aspect aussi social. Et pourtant, ça a été largement démontré par les théories économiques. On sait que l'éducation, la formation
sont absolument essentiels pour non seulement générer de la croissance soutenable, mais aussi améliorer la cohésion sociale. Donc ça veut dire, quand on parle de... Ces facteurs-là ne sont absolument pas pris en compte depuis des années et des années. Et puis vous avez remarqué qu'on parle de capitalisme alors qu'on pourrait parler aussi d'économie de marché, ce qui veut dire exactement la même chose, mais c'est connoté différemment. Ça veut dire cours d'économie pour tous, là? Non, c'est choix politique. Je pense que, en tout cas, l'analyse économique montre assez clairement les enjeux et les déterminants d'une croissance soutenable. Ensuite, ce sont des choix politiques et ce sont aussi des choix européens. C'est vrai que je trouve que stigmatiser un pays en Europe ne fera pas avancer le débat, puisqu'on l'a vu, les pays européens, il faut rappeler que les pays européens s'entendent dans le cadre du Conseil de l'Union européenne et s'entendent pour réformer le pacte de stabilité et de croissance. Il a été réformé de nombreuses fois depuis 2003 et à chaque fois, les gouvernements, la main sur le cœur, disent qu'ils vont investir, cette fois-ci c'est vrai, dans des investissements de long terme, les priorités européennes. J'ai entendu votre voix. Voilà. Et donc les faits, en tout cas, montrent que la qualité de l'investissement ne permettra pas d'atteindre les objectifs qui ont été fixés collectivement à ce stade. Il y a des questions à poser à nos invités, nos amis, et qui veut réagir? Oui, Ghislaine, merci. Merci bien, c'est passionnant. J'ai une question pour monsieur Adrien Courret. On a un gros problème d'assurance de responsabilité dans le médical. Il y a 3 choses: l'intelligence artificielle, la robotique et la cybersécurité. On parle de gouvernance humaine. Est-ce qu'on va la perdre? Qui va être responsable lorsque ça va être le robot d'Avanci X, la dernière génération, qui va vous enlever votre vésicule ou opérer une endométriose et qu'on a une hémorragie? Est-ce que c'est la responsabilité du médecin ou c'est de la robotique et de l'intelligence artificielle que l'on a mis dedans? Et l'autre, c'est la cybersécurité, les données de nos patients, pas tant au niveau gouvernemental que dans les cabinets, dans les cliniques, dans les hôpitaux. Je ne parle pas des cartes de sécurité sociale. La responsabilité, elle est où? Est-ce que vraiment on perd la gouvernance humaine là? Et ça va un petit peu loin. Ça nous pose vraiment une grosse problématique là. Les trois facteurs. C'est un sujet qui est très vaste et qui sort un petit peu de mon domaine, mais je vais quand même... Moi, dans la question que vous posez, je vois vraiment deux fils à tirer. Le premier, c'est celui de l'assurance de la responsabilité civile médicale, qui peut trouver des champs qui s'étendent avec les lignes que vous projetez. Alors, c'est une assurance qu'on ne fait pas dans notre groupe, mais dont on voit qu'elle est de plus en plus difficile à pratiquer, parce que les cas sont de plus en plus judiciarisés. Donc ça, les mammographies sont lues en Inde maintenant. Oui. Eh ben, ça va faire de la judiciarisation. Je vais faire un parallèle sur un sujet totalement différent. Nous nous sommes trouvés assureurs d'un taxi Tesla qui était en conduite semi-autonome et qui a fauché 14 personnes. Qui est responsable? Le conducteur? La voiture? Le producteur du software? La démarche judiciaire, là, elle dure depuis 2 ans maintenant. Donc ces cas-là vont... L'idée qu'à un moment, tout ce qui était autonomie, automatisation allait réduire la question de la responsabilité, non, ça va la complexifier. Donc, Brave New World, ça va être extrêmement, extrêmement intéressant. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On a investi sur eux, on a eu un beau retour sur investissement, hein, quand même. On peut les applaudir. Merci à vous 3. Mathilde, Adrien et François Michel.